Salut à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo du Feed des Postes. Alors aujourd'hui je vous retrouve comme d'habitude depuis l'Alsace et nous sommes aujourd'hui au Wintersberg, c'est donc l'un des sommets de mes chères Vosges du Nord, donc c'est d'ici dont je suis originaire. Plus exactement, alors en fait ici vous avez vraiment une vue absolument complète de non seulement des Vosges du Nord, donc par ici vous avez encore plus au nord, par ici c'est la Moselle, et par ici vous avez la plaine d'Alsace. Un peu plus loin, bien sûr, la forêt noire. Donc, les montagnes que vous voyez tout au fond là-bas, ce ne sont pas les Vosges, mais c'est la forêt noire, c'est en Allemagne. Et donc, mon village est quelque part juste en dessous, là, par ici. Et donc, si vous continuez par là, bien sûr, vous allez vers les Vosges du Sud, vers le Haut-Rhin. Voilà, donc on fera du tourisme un autre jour. Je voulais vous présenter, bien sûr, la vue, puisqu'elle est vraiment exceptionnelle aujourd'hui. Il y a vraiment de très belles couleurs, surtout par ce coucher de soleil là qui commence à redescendre. Il y a vraiment des... Là, c'est vraiment très très beau. Malheureusement, je ne suis pas sûr que la caméra puisse le retranscrire aussi bien. En tout cas, on fera du tourisme un autre jour. Moi, je vous dis à tout de suite pour la suite de cette vidéo. Salut! Libéraux, extrêmes centristes et gauchistes paniquent tous depuis le rachat de Twitter par Elon Musk et craignent que la plateforme ne s'ouvre à une forme de liberté d'expression absolue, ce qu'ils traduisent évidemment correctement par la liberté d'expression en fait qu'ils ne supportent pas, qu'ils détestent, qu'ils honnissent. Et justement, parmi ces opinions détestées, eh bien on retrouvera toute idée conservatrice, toute position juste naturaliste, toute considération nationaliste, tout propos, en fait toute affirmation qui remet en cause tel ou tel narratif officiel en fait. Donc ça va être le Covid, ça va être l'Ukraine, la propagande LGBT, les représentations ethno-religieuses de certains phénomènes sociaux ou économiques, ou des événements historiques, etc., etc. Et donc toute opposition aux dogmes médiatiques ou aux doctrines officielles du régime, eh bien, vous vaudra potentiellement d'être cancel publiquement, civilement, médiatiquement, financièrement, professionnellement ou même juridiquement. Alors pour l'instant, le régime actuel n'a pas besoin de recruter ou de rémunérer des centaines de milliers de fonctionnaires qui seraient chargés de scruter les paroles et les opinions du moindre individu sur les réseaux sociaux, comme c'était le cas par exemple au temps de l'URSS. De nos jours, le régime peut compter sur le zèle d'une armée de fonctionnaires qui font ce travail plus ou moins gratuitement. Alors, certains sont quand même rémunérés pour cela, c'est notamment le cas d'une bonne partie de la caste médiatico-politique, laquelle fait partie de ce qu'on appelle la minorité élitaire. En tout cas, l'élite de ce régime, qui n'est pas vraiment une élite à proprement parler, mais de facto, c'est l'élite gouvernante aujourd'hui. Par contre, beaucoup d'autres agents du régime sont, quant à eux, de simples golems, de simples particuliers qui, de façon bénévole, c'est-à-dire gratuitement, sans qu'on ait à les payer, eh bien, défendent consciemment, du moins quand ils sont d'extrême centre, ou inconsciemment, lorsqu'ils sont gauchistes, eh bien, ces personnes, qui sont de simples citoyens, de simples particuliers, défendent automatiquement le régime et ses dogmes, mais ils le font presque de façon instinctive, en fait. Et donc, ceux-là, par contre, ils font partie de la masse, ce que j'appelle la masse régimiste. Alors cependant, les choses évoluent de plus en plus vite depuis quelques années, et la démocratie libérale apparaît au dernier naïf pour ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire tout simplement un régime politique. Alors, pas comme les autres, puisque c'est un très mauvais régime politique, mais c'est un régime politique quand même. Et donc, comme tout régime politique, eh bien, ce régime défend ses dogmes, défend ses croyances, et définit le cadre des libertés qu'il tolère et celles qu'il ne tolère pas. Ce qui explique la multiplication d'agences d'État ou d'organismes subventionnés qui sont chargés notamment de combattre les idées jugées complotistes, ou en tout cas celles qui ne cadrent pas avec la notion de vérité ou de liberté, subjective évidemment, telle qu'elle est considérée évidemment par le régime. Ce qui explique aussi la création toute récente aux États-Unis d'un véritable ministère de la vérité, sous le nom de Comité de la gestion de la désinformation, lequel comité sera donc placé sous la tutelle du département de la sécurité intérieure. Et en fait, c'est intéressant parce que cette création de ce nouveau comité, qui a eu lieu donc il y a 2-3 jours, en fait il semble en fait qu'il intervient comme étant une espèce de réaction directe au rachat de Twitter par Elon Musk. Et il est aussi intéressant de constater qu'en France, comme aux États-Unis, les personnes qui sont nommées à la tête de ce genre de comité de surveillance du politiquement correct, bien souvent, si vous remarquez, ils proviennent très régulièrement de milieux ou de backgrounds ethno-religieux très spécifiques. Alors, il est vrai que ce milieu a acquis une certaine expérience en la matière depuis quelques décennies, mais c'est un autre sujet. Encore une fois, ce qui est intéressant de voir, de constater ici, c'est que ces ministères de la vérité, ces comités de censure, en fait, sont créés par des gouvernements soi-disant démocratiques, ou en tout cas de démocratie libérale,
tels que le gouvernement de Joe Biden, donc l'homme qui a été élu en fait par l'Amérique libérale-démocrate pour empêcher la réélection du populiste fasciste Donald Trump. C'est un peu le même schéma, c'est ce qu'on voit aussi en France, c'est ce qu'on a vu ces derniers jours, hein, où on a vu effectivement donc l'extrême centre, donc le parti régimiste, ainsi que tous les gauchistes en fait qui pensent être des combattants sociaux contre justement l'ordre capitaliste représenté par Macron. En fait, tous ces gens-là font partie du même régime, ils font partie de la même idéologie, peut-être dans des branches opposées, mais ce sont des gens qui font partie du même régime, de la même tradition révolutionnaire, et antinaturelle aussi. Et donc, on a vu également en France le même schéma, les gauchistes et les extrêmes centristes qui font alliance pour élire Emmanuel Macron contre la soi-disant menace contre la démocratie qui était Marine Le Pen, alors que Marine Le Pen n'est même pas d'extrême droite ou quoi que ce soit, même elle est à la limite, elle est à peine de droite, on va dire. Et donc, voilà, Marine Le Pen était présentée comme la menace contre la démocratie libérale, alors que Marine Le Pen était la seule, en fait, à proposer le fameux référendum d'initiative citoyenne. Ce qui, alors, on en pense qu'on en veut de cette initiative, mais en tout cas, la démocratie directe me semble quand même plus démocratique, en tout cas, que la démocratie représentative libérale telle qu'on l'a aujourd'hui. Mais c'est perçu comme une menace contre le régime pour des raisons évidentes. Alors, les volontaires du régime, les agents volontaires, salariés ou pas, ont adopté une stratégie assez paradoxale en fait pour critiquer le rachat de Twitter par Elon Musk. En fait, si on reprend leurs arguments, selon eux, la puissance financière de multimilliardaires excentriques et un petit peu libertarien comme Elon Musk, ferait peser une menace terrible sur la démocratie libérale et sur le marché libre. Ce qui est quand même paradoxal. Curieusement, les agents du régime n'ont jamais rien à dire, par exemple, sur les autres oligarques qui contrôlent les médias mainstream depuis des décennies, sinon pour signaler et pour dénoncer le complotisme nauséabond, justement, des personnes qui s'intéressent d'un peu trop près à la répartition sociologique de ces oligarques, ou qui dénoncent les contradictions apparentes d'un système qui se prétend libéral et démocratique, mais qui censure ouvertement tous ceux qui remettent en question en fait, les narratifs de ce même système. Alors par exemple, lorsque Twitter a banni Donald Trump pour avoir sous-entendu la possibilité de l'existence d'une fraude électorale massive aux dernières élections américaines, ce qui était pourtant une évidence pour quiconque avait un petit peu de bonne foi, mais surtout pour avoir indirectement incité les patriotes américains à prendre le Capitole le 6 janvier 2020, ce qui était là encore plutôt légitime, vu le scandale électoral qui avait eu lieu. Et surtout, là encore, l'autre hypocrisie de cette affaire, c'est que, on l'a vu dans les révolutions colorées, les printemps arabes, etc., là, les médias mainstream et la presse occidentale soutenaient tous ces mouvements donc de réaction populaire contre des régimes corrompus. Bizarrement, quand ça se passe en Occident, aux États-Unis, ou quand il y a des velléités similaires, par exemple en France ou ailleurs en Europe, eh bien là, ces mêmes médias mainstream, si vous voulez, vont qualifier ces tentatives d'insurrection populaire comme étant des menaces, bien sûr, contre la démocratie. Ce sont des révoltes factieuses, d'extrême droite ou que sais-je, populistes, etc., etc. Ce qui prouve bien, justement, qu'il y a une collusion évidente que ces médias mainstream et que leurs employés, les journalistes, font partie, justement, de la minorité élitaire de ce régime. Et donc, peu importe, en tout cas, contre Donald Trump, l'argument des journalistes, mais aussi des extrêmes centristes et des gauchistes, consistait à rappeler que Twitter avait tout à fait le droit de censurer et de bannir Donald Trump, puisque Twitter était une entreprise privée, bien sûr, qui exerce souverainement les conditions de son règlement intérieur, et donc qui n'est pas tenu de se plier au principe du premier amendement, donc qui garantit la liberté d'expression, de croyance, etc., aux États-Unis. Et cet argument a servi aussi pour justifier la censure de tout un tas d'influenceurs de la droite alternative américaine, ou aussi en France d'ailleurs, tels que Alex Jones ou Stéphane Molineux. Par contre, lorsque Elon Musk rachète Twitter, avec pour objectif en plus, en tout cas c'est ce qu'il dit, de restaurer une totale liberté d'expression, eh bien les mêmes journalistes, les mêmes centristes radicaux ou extrêmes, les mêmes gauchistes se mettent à affirmer que ce serait là une menace contre la démocratie libérale, contre le marché libre. Et par contre, ce qui est curieux, c'est que le rachat du Washington Post par Jeff Bezos n'a pas du tout suscité les mêmes réactions. Alors, un autre exemple, pour terminer cette démonstration, plutôt une démonstration inverse. Au cours de ces 2 dernières années de covidisme intensif, eh bien, toute personne, vous vous en souvenez, qui dénonçait l'influence tout à fait extraordinaire et manifeste du multimilliardaire Bill Gates sur le narratif médiatique, mais plus spécifiquement sur l'Organisation mondiale de la santé,
ben, toute personne qui dénonçait ou qui alertait sur cette réalité était qualifiée de complotiste, malgré même l'évidence des faits. Hein. Et de la même façon, ben, aucun blue check démocrate, ni aucun média mainstream n'est particulièrement ému, ne s'inquiète spécialement du fait que Bill Gates soit devenu actuellement le principal propriétaire de terres agricoles aux États-Unis. Donc là, c'est un monopole, si vous voulez, beaucoup plus inquiétant, puisqu'il touche directement à des terres agricoles. C'est quand même beaucoup plus inquiétant que Elon Musk qui rachète un réseau social tel que Twitter. C'est assez étonnant, donc, cette disparité de réaction, mais en fait, ça se comprend tout à fait, puisque, encore une fois, ces personnes, donc les journalistes, les membres du régime, en fait, toutes les personnes qui défendent le régime, peu importe qu'ils fassent partie de la minorité élitaire ou de la masse régimiste, tous ces gens cherchent à défendre le régime et ils identifient correctement Elon Musk, ou du moins le côté un petit peu incontrôlable d'Elon Musk, comme étant une menace contre l'ordre social actuel. Alors néanmoins, il est sûr qu'a priori, il y a quelque chose d'assez paradoxal, d'assez contradictoire dans ces réactions, puisque nous avons là des gens qui accusent quelqu'un comme Elon Musk, qui est plutôt une espèce de libertarien, voilà, qui annonce vouloir racheter et qui achète Twitter avec l'objectif d'y permettre plus de liberté d'expression, ben on peut trouver effectivement assez paradoxal et contradictoire le fait que les agents du régime dénoncent Elon Musk, dénoncent ce rachat comme étant une menace pour la démocratie. Donc en fait, on en arrive à dire, en tout cas le régime en arrive à dire que plus de démocratie, plus de liberté d'expression constitue une menace contre la démocratie et contre les libertés que représenterait ou que défendrait cette démocratie libérale. Donc effectivement, si on est un petit peu naïf, on pourrait penser que c'est extrêmement contradictoire et très hypocrite. Alors, en fait, c'est pas exactement le cas. Ou plutôt, j'ai envie de dire oui et non. Non, parce que, en fait, aucun régime, peu importe la forme de ce régime, la nature de ce régime, aucun régime ne peut tolérer la liberté d'expression totale et absolue. C'est impossible. Mais l'autre pendant, et c'est là où je vais dire oui, c'est hypocrite parce que le régime actuel repose en fait sur toute une somme de principes faux, de concepts hypocrites, de notions inversées. Et je dirais la première notion inversée de ce régime actuel, qui a été induit bien sûr par la révolution philosophique et politique du XVIIIe, XIXe siècle, c'est la notion de liberté. Il n'y a pas de mot, si vous voulez, à mon avis, qui soit plus inversé que celui-ci actuellement. Alors en fait, il faut être extrêmement naïf, il faut être très très naïf pour croire sérieusement qu'une liberté d'expression totale serait possible, dans un ordre social, peu importe lequel qu'il soit. Il est encore plus naïf en fait de croire que l'application et la défense d'une liberté totale d'expression serait par définition la condition requise pour le bon fonctionnement d'une société humaine. Peu importe qu'elle soit démocratique, peu importe sa forme politique, il y a des gens qui pensent que la liberté d'expression totale, c'est une condition requise sine qua non pour le bon fonctionnement d'une société. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas. La réalité, c'est qu'aucun régime, fût-il une démocratie libérale, aucune minorité élitaire, ni aucune majorité régimiste ne peut tolérer une totale liberté d'expression. Pourquoi ? Eh bien parce que toute société a ses dogmes, toute société a ses croyances communes, et en fait ça c'est l'un des faits les plus certains de l'histoire humaine, de l'histoire naturelle. J'aimerais vous citer ici un petit passage de Christopher Dawson, donc, qui était un grand penseur et historien catholique anglais donc du début du XXe siècle. Je vous recommande vraiment sa lecture, c'était un grand personnage, malheureusement trop peu connu. Donc dans son livre « Religion et progrès », voici ce qu'il nous dit, c'est un constat simple, hein. Il nous dit « En dernière instance, toute société est fondée sur la reconnaissance de principes et d'idéaux communs. Si cette société ne propose aucun lien de loyauté morale ou spirituelle entre ses membres, elle s'effondrera inévitablement. » Fin de citation. Et donc s'il y a des vérités communes, dans notre cas aujourd'hui, dans la société actuelle, ce ne sont pas vraiment des vérités, ce sont plutôt des vérités subjectives. Donc en tout cas, s'il y a des vérités, qu'elles soient objectives ou subjectives, en tout cas que ce soit des vérités communes, eh bien c'est donc qu'il y a des opinions qu'on ne peut logiquement pas tolérer en société, sous peine justement de conduire au désordre social, et voire même à l'effondrement de la société, du régime actuel. Et cette réalité, si vous voulez, ce constat qui est d'un réalisme simple en fait, hein, eh bien, la minorité élitaire l'intègre consciemment, en fait par conscience de classe, mais aussi par intelligence sociale. Tandis que la masse régimiste, elle l'intègre instinctivement. Quand je parle de masse régimiste, je parle de tous les gens, par exemple, qui valident consciemment ou inconsciemment tous les poncifs, toutes les vérités, tous les dogmes du régime actuel.
Donc ça va être, si vous voulez, ce que moi j'appelle le parti régimiste, donc ce que j'appelle l'extrême centre, ce qui n'est pas tout à fait pareil que les centristes radicaux, hein, ça c'est encore autre chose, je parle de l'extrême centre, c'est-à-dire les gens qui vont voter Macron ou qui ont voté hier Sarkozy. Eh bien, voilà, ces gens-là sont en fait assimilables aux gauchistes, à la gauche, qui elle aussi, même si elle pense lutter contre le régime, en fait fait partie totalement du régime, en tout cas on partage complètement les doctrines. Or justement, comme vous le savez, notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné ceci dans l'Évangile, Veritas liberavit vos. La vérité vous rendra libre. Et donc, post hoc ergo propter hoc, la liberté est conditionnée par la vérité. J'aimerais bien préciser et insister là-dessus. La liberté est conditionnée par la vérité. La liberté est conditionnée par la vérité et non pas le contraire. Ça, c'est une grande erreur de notre époque, notamment dans la nouvelle opinion publique. C'est un gros problème. Les gens, et c'est ce qu'on a fait pendant 2 ans, là, pendant les manifestations anti-pass, auxquelles j'ai participé, il n'y a pas de souci, mais on criait liberté, liberté, liberté. Mais très bien. Mais moi, souvent, dans ces manifestations, avec des amis, on se disait, liberté très bien, mais quand est-ce qu'on crie vérité? Puisque, en fait, c'est ça qu'il faut absolument comprendre, la liberté est fonction de la vérité. Sinon, il n'y a pas de liberté. Ce sont des fausses libertés sinon. Et donc, la question primordiale, ce n'est pas celle de la liberté d'expression, mais c'est la question du cadre social et constitutionnel, institutionnel, dans lequel justement s'exerce cette liberté d'expression. Sinon, ça ne sert à rien de parler de liberté d'expression, ce sont juste des mots en l'air. Et donc toute la question est de savoir si les croyances sur lesquelles se fonde la société, ou toute société, la question est de savoir si ces croyances sont bonnes et véridiques. Est-ce qu'elles correspondent au bien objectif et est-ce qu'elles correspondent à la vérité objective? Est-ce qu'elles sont moralement bonnes objectivement? Mais tout le problème, c'est que dans notre société actuelle, qui est fondée, comme vous le savez, sur la seule loi humaine et positive, sur la loi positive, eh bien, dans notre société actuelle, les vérités, peu importe que ce soit les lois organiques jusqu'au dogme actuel de la société, hein, le transsexualisme, le LGBT, le culte de la destruction des frontières morales ou physiques ou économiques, etc., etc., tout ceci sont des vérités subjectives, en fait. Ce ne sont pas des vérités, ce sont des vérités qui le sont actuellement parce qu'elles nous sont imposées par la loi et par la doxa du régime. Donc ce sont des vérités subjectives. Et donc, forcément, dans un tel état de choses, les libertés ne tournent pas au profit du bien et du vrai, mais au contraire, elles tournent au profit du mal, du mensonge et du faux. Et donc c'est pourquoi les agents en fait, du régime actuel, qu'ils fassent partie de l'élite ou de la masse, eh bien, célèbrent sans complexe, si vous voulez, la censure de leurs ennemis, c'est-à-dire nous, ou tous les gens qui font partie, de près ou de loin, de la nouvelle opinion publique. Et il faut dire qu'à ce niveau-là, si vous voulez, il ne faut pas vraiment s'en étonner, particulièrement, ni forcément trop se lamenter à ce sujet, parce qu'en fait, nous ferions de même si nous étions au pouvoir. La différence, c'est que nous serions légitimes pour censurer les personnes qui sont actuellement au pouvoir ou les gens qui adhèrent à leurs idéologies. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les agents du régime actuel ne sont pas légitimes dans la mesure où ils défendent un régime mauvais et de mauvais principes, justement. Alors que nous, si nous étions au pouvoir, évidemment, nous défendons des bons principes, des principes objectivement bons. Mais peu importe, tout ceci pour comprendre qu'il est tout à fait normal et logique que les agents du système réagissent ainsi, qu'ils agissent de cette manière. Et c'est pourquoi l'un des agents de la minorité élitaire actuelle, en la personne de M. Raphaël Enthoven, a pu réagir à l'affaire Musk Twitter en affirmant, je cite, que la liberté absolue, ce n'est pas la liberté. La liberté absolue, c'est la loi du plus fort. Il y a quelque chose de liberticide dans une liberté totale. Alors, il est clair que, d'une façon générale, M. Enthoven a des idées et des mœurs méprisables. Mais ce n'est pas la question ici, puisque ce qu'il dit là, c'est objectivement vrai. Et en fait, c'est la raison naturelle qu'il enseigne. Une liberté totale conduit nécessairement à la liberté de dire le faux et de faire le mal, ce qui conduit logiquement à la suppression même de la liberté ou des conditions de la liberté pour ceux justement qui seront les victimes de l'erreur, du mensonge, de la corruption et du mal. Donc, c'est pourquoi on ne peut pas tolérer une liberté totale absolue et sans aucune définition, sans aucun cadre. La liberté doit être nécessairement fonction d'un cadre moral. Alors, dans notre cas, dans une société catholique et dans notre doctrine catholique, le cadre de cette liberté, c'est la vérité objective, les vérités surnaturelles et les vérités naturelles. Mais dans l'époque actuelle, dans le système actuel, dans le régime actuel, eh bien, la liberté est conditionnée par des vérités subjectives
qui, d'année en année, de décennie en décennie, depuis les révolutions politiques et philosophiques du XVIIIe, XIXe siècle, évidemment, d'année en année, ces vérités subjectives deviennent de pire en pire, de plus en plus liberticides, justement, puisqu'elles attentent à la liberté du bien, du beau et du vrai. Et donc, essentiellement, cette phrase de M. Enthoven, qu'il y a quelque chose de liberticide dans une liberté totale, est tout à fait exacte. Mais tout le problème ici, encore une fois, c'est que M. Enthoven est le défenseur, l'un des plus zélés défenseurs, d'un régime qui a inversé les notions de vrai et de faux, de bien et de mal également, ce qui revient au même. Et donc, ce régime actuel ne doit pas être combattu parce qu'il s'oppose à la liberté totale d'expression. Il faut s'opposer à ce régime justement parce qu'il s'oppose à la liberté d'expression du vrai et du bien, et qu'il ne tolère en fait, il ne tolère et ne promeut que la liberté d'expression de l'erreur et du mal. Et évidemment, il y a une subtilité ici. Et cette subtilité, qui est pourtant en fait simple à comprendre pour une personne qui est un minimum formée, eh bien cette subtilité, malheureusement, elle échappe à beaucoup de personnes de bonne foi, des personnes de très bonne foi qui sont au sein de la nouvelle opinion publique. Et en fait, ce manque de formation, ce manque de réalisme les conduit à ne pas utiliser les bonnes armes pour combattre le régime actuel. Pire encore, ce manque de formation et de réalisme conduit beaucoup de ces braves gens à se revendiquer des mêmes faux principes hypocrites qui sont le fondement même du régime actuel. Et donc, beaucoup de gens pensent, voilà, il faut revenir au principe de 1789, le régime actuel n'est plus fidèle aux idéaux de la Révolution, mais c'est complètement stupide et faux. Le régime actuel est une incarnation, est une énième émanation, si vous voulez, des principes de 1789, de la Déclaration des droits de l'homme, etc., etc. Et donc, cette approche est complètement vaine et insensée. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut réfléchir et agir. Et donc, c'est pourquoi la nouvelle opinion publique doit cesser de se revendiquer en permanence de cette utopie idiote qu'est la liberté d'expression totale et indéfinie. La nouvelle opinion publique doit cesser de se lamenter en permanence et surtout, elle doit cesser de vouloir défendre la liberté d'expression des ennemis du bien commun. Là encore, c'est une attitude totalement absurde et improductive, et elle découle, comme je l'ai déjà dit, du manque de formation chrétienne chez la plupart de nos contemporains. Et donc à ceux qui m'écoutent aujourd'hui, eh bien moi je recommande la lecture de la doctrine du pape Léon XIII, notamment sa lettre encyclique Libertas. Et justement, le pape Léon XIII écrivait au sujet, dans cette encyclique, écrivait au sujet des vraies notions, ou en tout cas des notions classiques de vérité et de liberté, et il dénonçait également les versions inversées, justement, de vérité et de liberté dans le régime actuel. Ça, c'était une lettre donc, qui date de la fin du 19e, début du 20e. Je vais juste vous citer quelques passages de cette lettre. « Si l'on méprise la vérité et la justice, la liberté devient un vice et elle dégénère en licence. Il faut donc que la liberté soit dirigée, gouvernée par la droite raison, et qu'elle soit soumise au droit naturel et à la loi divine et naturelle. Si on accorde à chacun la liberté illimitée de parler et d'écrire, eh bien rien ne peut demeurer sacré et inviolable. Rien ne sera épargné, pas même ses vérités premières, pas même les grands principes naturels qui sont le patrimoine commun de toute l'humanité. Donc si on laisse les ténèbres envahir la vérité, on verra s'établir la domination de l'erreur. Tout ce que la licence y gagne, la liberté le perd, tandis que l'on verra toujours la liberté grandir à mesure que la licence sera freinée. » Fin de citation. Alors il y a aussi une autre réalité dont il faut avoir absolument conscience. C'est que les membres actifs du régime, encore une fois, peu importe le régime, dans tout régime, ce sont les membres actifs du régime qui définissent les limites convenues de la liberté d'expression. Alors soit ils le font selon justement la vérité objective, révélée et transmise par la tradition catholique, soit ils le font bien sûr selon des lois humaines, subjectives, etc., etc. Donc on va juste comparer, si vous voulez, les deux situations. Dans une société organique, civilisée, fondée sur les bons principes, c'est-à-dire les principes chrétiens et naturels, eh bien les limites de la liberté sont convenues par la loi divine, par la loi naturelle, et ensuite par la loi positive, c'est-à-dire par la loi humaine, qui en découle. Donc dans un régime chrétien, la liberté et le bonheur des citoyens sont en fait beaucoup plus facilement réalisables et atteignables dans la mesure où la liberté du bien et du vrai est promue par le régime et par l'ordre social, tandis que la liberté du mensonge et du mal est réprimée par le régime et par l'ordre social. Alors qu'à l'inverse, dans la société inorganique actuelle, les membres actifs du régime, qui sont la caste politicienne, l'oligarchie ainsi que les médias, eh bien ces membres actifs du régime, l'élite
ou la minorité élitaire, définit, elle aussi, mais à sa manière, les limites convenues de la liberté d'expression. Et donc ces limites, évidemment, dans la société actuelle, ne sont pas convenues, ne sont pas déterminées par la loi divine, ni même par la loi naturelle, mais par les seules lois positives, par des lois purement humaines. Mais justement, ce que ne comprennent pas beaucoup de libéraux actuels, ou en tout cas beaucoup de personnes actuellement qui se revendiquent justement de toutes les idées libérales ou laïcistes ou autres, issues justement de la révolution maçonnique de 1789, ce que beaucoup de ces gens ne comprennent pas, c'est que les lois positives, les seules lois humaines, ou une société qui n'est dirigée que par ce genre de lois subjectives, eh bien, ces lois finalement, ces lois positives, elles correspondent à quoi? Elles ne correspondent pas à des réalités qui, justement, conduiraient au bien commun. En réalité, par effet logique, ces lois positives correspondent uniquement aux intérêts de la caste politicienne et de l'oligarchie. Et donc ces lois n'assurent pas une vraie liberté, mais plutôt une licence, c'est-à-dire une fausse liberté, puisqu'elle consiste à donner tous les droits au mensonge, tous les droits à la manipulation et à l'expression du mal, tandis que, au contraire, ceux qui veulent, au sein de cette société, défendre la vérité, dénoncer la corruption, combattre le mal, eh bien, eux, ils sont réprimés par ce régime, ou en tout cas, ils sont écartés, censurés, ou étouffés d'une façon ou d'une autre. Ils sont cancel. Et donc, chers amis, l'objet de notre combat politique et intellectuel doit être de renverser ce qui n'est pas un ordre social. Donc actuellement, le régime actuel n'est pas un ordre social, c'est un désordre social. Et donc notre combat, c'est justement de rétablir l'ordre juste, la conception organique et légitime de la liberté d'expression, laquelle justement ne peut être entendue que d'une seule façon. Alors là, écoutez bien, la liberté d'expression ne peut être entendue que comme une liberté d'expression pour le bien, le vrai et le beau, et jamais pour le faux, le mal et le laid. Ça doit être extrêmement clair dans tous les esprits. Et bien sûr, ceci a des conséquences politiques tout à fait pratiques, qui impliquent de limiter très fortement les libertés de nos ennemis. C'est ce que nous ferions, évidemment, si nous avions le pouvoir, exactement comme le font aujourd'hui les membres du régime, de l'élite du régime actuel, donc qui vont chercher à censurer toutes les personnes qui cherchent à dénoncer, par exemple, la corruption, qui cherchent à dénoncer la propagande LGBT, ou toutes sortes d'abominations ou d'aberrations politiques ou sociales actuelles, eh bien, nous ferions exactement la même chose, mais à l'inverse, c'est-à-dire dans le bon sens, nous chercherions plutôt à étouffer ou à interdire ou à censurer tous les agents de corruption, tous les ennemis en fait de l'ordre social, d'une façon ou d'une autre. Alors bien sûr, le combat qui nous attend n'est pas simple, et toute la difficulté de ce combat réside en grande partie dans l'hypocrisie sournoise du régime, et surtout l'hypocrisie, ou plutôt l'aspect, vraiment la nature extrêmement perverse de ces principes. En particulier, je l'ai déjà dit tout à l'heure, cette fausse notion de liberté. Liberté pour le mal, répression pour le bien, telle est la notion de liberté qui nous est proposée justement par l'ordre social actuel. Il faut bien comprendre, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ce régime puise ses racines dans les révolutions spirituelles, philosophiques et politiques de l'époque moderne. Et donc tout l'objet de ces révolutions, ça a été quoi? Ça a été de renverser l'ordre chrétien et l'ordre naturel des sociétés occidentales. Et donc en conséquence de quoi? Une notion inversée de la liberté a été introduite dans les lois, mais aussi dans l'esprit des gens. Et cette notion inversée de liberté, déjà c'est clairement une idée, c'est en fait la définition luciférienne de la liberté. C'est une idée extrêmement séductrice qui laisse penser à la masse régimiste justement, qui lui laisse croire, qui lui laisse penser qu'elle est désormais libre de mépriser la loi divine et naturelle qui évidemment a été présentée par les agents de cette révolution comme étant un horrible esclavage mental et social qui opprimait évidemment les gens, l'esprit des gens dans l'obscurité, n'est-ce pas? C'est un peu le message et la propagande qui a été diffusée chez tous les révolutionnaires de cette époque-là, bien sûr. Alors qu'en réalité, cette fausse liberté, si on regarde la course des siècles depuis l'époque révolutionnaire, depuis le début de l'époque contemporaine, si on regarde objectivement les faits de l'histoire, eh bien on s'aperçoit en fait que cette fausse liberté n'a fait que plonger nos sociétés dans une soumission totale au mal et au mensonge, à vrai dire. Et on le voit aujourd'hui, on en voit surtout je veux dire, il y a une accélération de tout ça vraiment ces 10 dernières années, peut-être à cause justement de la diffusion massive d'idées contre-révolutionnaires par Internet, etc. Il y a vraiment un durcissement du régime, un raidissement du régime
par rapport justement à la notion de liberté d'expression. Justement du fait qu'il n'y a plus de monopole, si vous voulez vraiment, sur les canaux de diffusion de la vérité, ou en tout cas de l'information, par le régime, comme ça pouvait être le cas il y a encore 20 ans finalement, puisque c'était majoritairement contrôlé non seulement par les canaux médiatiques du pouvoir, mais aussi par les canaux médiatiques du grand capital apatride. Et donc aujourd'hui, effectivement, il y a un raidissement du régime sur cette question. D'ailleurs, le pape Léon XIII mentionne déjà, à son époque, dans la lettre Libertas, ce processus d'inversion de la notion classique de liberté au profit de cette notion inversée de liberté, selon un processus en fait qui a consisté notamment au XVIIIe et au XIXe siècle, à faire passer l'Église comme une ennemie de la vérité, comme étant cette entité qui a plongé l'Occident pendant des siècles dans des âges obscurs. C'est des phrases que vous entendez souvent dans la bouche de rouges, enfin de républicains plutôt, de socialistes démocrates du genre Jean-Luc Mélenchon. Donc une calomnie totale contre l'Église, alors qu'en fait l'Église n'a jamais été une ennemie de la liberté, au contraire, l'Église catholique est la seule protectrice de la liberté, puisque c'est la seule dépositaire effectivement des vérités révélées et de la tradition. Eh bien, effectivement, la compréhension totale et même les conditions d'application de la liberté ne peuvent être réalisées vraiment que dans une société chrétienne, puisque c'est uniquement, encore une fois, je le répète, la liberté n'est pas une valeur, si vous voulez, absolue. Elle ne peut pas être une valeur absolue. Elle est nécessairement conditionnée à une valeur supérieure qui est une valeur indépassable en fait, qui est la vérité. Et justement, comme je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, notamment ma dernière qui s'appelait Positivisme et conservatisme, tout le problème du régime actuel et de la plupart des régimes occidentaux actuels, et même de tous les régimes autour du monde qui se fondent sur les faux principes de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, eh bien, tous ces régimes, justement, ont le grave défaut de placer, si vous voulez, des valeurs subjectives, notamment, et surtout des valeurs telles que la liberté, l'égalité, fraternité, selon non seulement des compréhensions subjectives, mais surtout au détriment de la vérité objective. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de cadre, si vous voulez, il n'y a pas de cadre moral objectif dans nos sociétés, et c'est pour ça que de siècle en siècle, eh bien, la démocratie libérale devient non seulement de plus en plus corrompue, mais qu'elle devient également, comme on le voit ces derniers temps, de plus en plus oppressive au final. Elle annule en fait sa prétention à être la gardienne de la liberté. Et justement, toute la difficulté de notre combat aujourd'hui, c'est que le régime actuel se pare en permanence des oripeaux de la liberté. Mais quelles sont ces libertés au final ? Ce sont les libertés pour les guerres démocratiques, enfin soi-disant démocratiques, quand il s'agit de bombarder et de raser des pays entiers qui ne vous ont jamais attaqué. Quelles sont ces autres libertés ? Ça va être liberté pour les défilés de chars homosexuels en pleine journée et en plein centre-ville, liberté pour les oligarques apatrides, liberté pour les migrants du monde entier, liberté d'ailleurs de supprimer, si vous voulez, toutes les frontières morales, économiques, etc., et politiques, bien sûr. Liberté, bien sûr, pour les médiocres, c'est la médiocratie aussi, ce régime actuel, donc liberté pour les médiocres d'accéder aux meilleures places dans les gouvernements, dans les agences d'État, dans la haute fonction publique, dans les commissariats, dans les médias, etc., au détriment, bien sûr, des meilleurs. Donc nous ne sommes pas vraiment dans un système aristocratique, mais plutôt dans quelque chose de différent. Liberté aussi pour les menteurs, pour les pistonnés, pour les corrompus de toutes sortes. Mais, par contre, pas de liberté, ni pour Dieu, ni pour la vérité, ni pour le bien commun, et ni pour le peuple. Donc voici à quoi mène justement un régime qui inverse justement le rapport entre liberté et vérité. Et par conséquent, eh bien, tous ceux qui contestent radicalement les principes mêmes du régime actuel seront traités, considérés comme des ennemis de la liberté et de la démocratie. Même si parfois c'est effectivement une accusation absurde. C'est par exemple ce qui arrive à des profils qui ne sont pas du tout contre-révolutionnaires, pas du tout catholiques, qui sont même très lisses et même très libéraux, tels que Donald Trump, Marine Le Pen ou Elon Musk. Donald Trump a été présenté comme une espèce de fasciste, de nouvel Hitler, alors que c'est un libéral new-yorkais bon teint. Pareil pour Marine Le Pen, elle a été décrite récemment comme étant une menace pour la démocratie française, alors qu'objectivement, elle faisait face à un président sortant, Emmanuel Macron, qui est un président qui a gouverné de façon illibérale pendant ces 5 années de mandat, et de façon surtout brutale, au détriment presque,
outrecuidant, si vous voulez, de la vérité, notamment, des libertés aussi, mais de la vérité. Hein. Il a menti de façon ouverte aux concitoyens à de nombreuses reprises. Il est clairement mouillé dans des affaires de corruption massive, etc., etc. Donc nous sommes vraiment dans une situation incroyable où Marine Le Pen a été présentée comme une ennemie de la démocratie française, alors même qu'elle proposait justement le référendum d'initiative citoyenne. Pareil pour Elon Musk. Elon Musk est plutôt une espèce de libertarien un petit peu excentrique, mais comme il a beaucoup d'argent, et justement qu'il est un peu excentrique et un petit peu incontrôlable, eh bien il est présenté comme étant une menace contre la démocratie, parce qu'il réclame plus de liberté d'expression, plus de démocratie. Donc c'est un peu étrange. On voit finalement que ce système, un peu comme tous les systèmes évidemment qui sont bâtis sur du sable, hein, rappelez-vous la parabole évangélique, eh bien c'est un système qui se cannibalise, hein, donc on en vient à dire que plus de démocratie est une menace pour la démocratie. C'est assez étrange. Donc si Donald Trump, Marine Le Pen et Elon Musk sont qualifiés de menaces pour la démocratie, de menaces pour l'ordre social par les agents du régime actuel, bah imaginez ce que ça pourrait être pour nous, alors que justement, nous, ce qui nous rend beaucoup plus dangereux, beaucoup plus efficace, c'est que nous perçons un jour le régime. Nous connaissons ses principes, nous les connaissons par cœur, nous les avons parfaitement identifiés, nous savons exactement ce qu'il faut pour faire tomber ce régime. Mais justement, et ce sera mon mot de la fin, la nouvelle opinion publique doit comprendre que pour combattre ce régime, pour retrouver la liberté, il faut nécessairement retrouver la vérité. Et donc il faut se parer, alors je vais encore utiliser une sentence apostolique plus précisément, il est nécessaire de se parer de l'armure de la vérité, donc d'imiter au peu où il nous dit, vous savez, prenez le bouclier de la foi, au moyen duquel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Alors bien sûr, dans ce combat, et on le sait très bien, une fois que vous avez un petit peu de bouteille, d'expérience et de bonne formation aussi spirituelle, philosophique et politique, vous comprenez qu'il faut faire usage de prudence, de tactique, de pragmatisme. Mais par contre, il faut être quand même extrêmement clair, il faut absolument et nécessairement, avant toute chose, avancer avec la vérité, avec les bons principes, et les opposer systématiquement et sans aucun complexe face aux hypocrisies de ce régime. C'est comme ça qu'il sera renversé, ce n'est pas en se soumettant à tous ces principes comme le font les libéraux conservateurs et les patriotes qui sont imbus d'idées jacobines qu'on renversera ce régime. Et c'est toute la problématique que nous avons et que j'ai déjà dénoncée dans la dernière vidéo positivisme et conservatisme. C'est cette attitude, effectivement, alors peu importe qu'elle soit sincère ou pas, ou qu'elle soit soi-disant stratégique, hein, qui consiste effectivement, pour notamment pas mal de gens à la droite nationale, de se soumettre en fait tout simplement aux injonctions du régime, mais pas tellement aux injonctions, si vous voulez, médiatiques ou des choses comme ça, mais vraiment aux injonctions idéologiques du régime. D'adopter tous ces principes, le libéralisme, le LGBT, enfin la propagande LGBT, le laïcisme, etc., etc., parce que sinon, on va nous cancel, etc., etc. Donc non, ce n'est pas du tout la bonne stratégie, et nous l'avons vu d'ailleurs pendant cette campagne présidentielle, encore une fois, que ce soit pour Marine Le Pen ou pour Éric Zemmour, nous avons vu vraiment, et c'est ce que nous disions d'ailleurs depuis des semaines et des semaines, même si certaines personnes n'ont pas voulu nous écouter à ce sujet, quand on avance avec les mauvais principes, eh bien, tout simplement, on ne gagne pas face à un régime pareil. Mais ça, j'en reparlerai sans doute, si Dieu le veut, dans une prochaine vidéo qui reviendra justement, qui tirera un petit peu un bilan de cette campagne présidentielle. Voilà, d'ici là, je vous dis que Dieu vous garde et à très bientôt sur le Fil des Postes. Salut!